Ça, c'est la province de la Colombie-Britannique au Canada, qui fait presque 2 fois la taille de la France. C'est l'un des plus beaux coins de notre planète. Il y a un océan d'arbres et de verdure. C'est tout simplement magnifique. Sauf que là où nous voyons une beauté infinie, un autre y voit un terrain de chasse. Mais pas pour les animaux. C'est un tueur en série en puissance. Il n'attend qu'une chose, passer à l'acte et commettre un véritable carnage qui va choquer tout le pays. Voici l'une des affaires criminelles qui aura profondément marqué le Canada, pour un grand nombre de raisons, et je vais tout vous raconter. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête canadienne cette fois, et quelle enquête, elle ne vous laissera pas indifférente. Et si vous ne voulez pas me laisser indifférent non plus, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. La Colombie-Britannique est donc une province très calme du Canada, mais vraiment très calme. Il y a 5 habitants par kilomètre carré en moyenne. La zone est surtout composée de petites communautés, des villages avec quelques habitants, mais cela n'empêche pas les gens d'y être très heureux. Pour beaucoup, c'est même un choix de résider dans un secteur aussi paisible et aussi vaste. Enfin, paisible, jusqu'à ce que le moins 40 degrés frappe et transforme tout le monde en Mr. Freeze. Ceci dit, je pense que je préfère être un bâton de glace plutôt que de subir le RERB, et tous les Parisiens seront d'accord avec moi. Alors, la région est tranquille, mais il y a eu un peu de grabuge depuis la construction d'une autoroute. L'autoroute 16, qui relie les villes de Prince George et Prince Rupert sur une distance d'environ 725 km. Cette voie rapide est malheureusement très connue dans le coin. Et elle est même surnommée Highway of Tears, ou l'autoroute des larmes en français. Ce triste nom lui a été attribué en raison du nombre important de jeunes femmes et de jeunes filles retrouvées assassinées, ou qui ont disparu le long de cette ligne de goudron. Les victimes partagent, pour beaucoup d'entre elles, un point commun. Soit elles faisaient de l'autostop, soit elles se promenaient le long de la chaussée. En étant seules sur ce tronçon, elles s'exposent et envoient un message clair aux prédateurs qui sillonnent ce chemin. Je suis vulnérable. Parce que oui, sur ces 725 km, on ne croise que très peu de villes ou villages. La majorité de la route traverse de vastes étendues de forêt et forcément, c'est un terrain privilégié pour les agresseurs. Les meurtriers peuvent facilement dissimuler des cadavres dans les bois. Pour les autorités, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Surtout si le tueur a pris un minimum de précautions en enterrant la dépouille. Fort St. James est une micro-ville qui se situe à proximité de ce fameux tronçon de route. Il y a à peine 1400 habitants et parmi eux, il y a Cody Legebokoff. Il naît en 1990. Il vit dans une famille qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Et vraiment, il a tout l'avenir devant lui. Lors de sa scolarité, il passe par le lycée de Nechako Valley. Et là-bas, 2 choses le démarquent des autres élèves. Déjà, c'est un beau bébé. Cody est très costaud pour son âge. Il fait une tête de plus que tous ses camarades, et il est sacrément bâti pour un lycéen. Naturellement, cela le pousse à rapidement s'orienter vers un sport très physique, mais aussi particulièrement apprécié au Canada, le hockey sur glace. Et cela nous amène à sa deuxième différence avec ses petits copains du lycée. Lorsqu'il enfile les patins, Cody active le mode bestial. Quand il se trouve sur la glace, le niveau de violence de la partie monte de 2 crans. Par nature, le hockey est un sport de contact. C'est rugueux et il faut être résistant. Mais la plupart des coups reçus le sont dans le cadre de l'amusement et la volonté de dérober le palais à l'équipe qui en est en possession. Sauf que, pour Cody, le but du jeu semble être tout autre. Lui, il est là pour faire mal, pour exprimer sa colère, et sans contrôler quoi que ce soit. À tel point que les parents qui assistent aux matchs de championnat entre les équipes de lycée en viennent parfois à retirer leurs enfants de la patinoire afin qu'ils ne soient pas blessés par cette brute extrêmement violente. Alors, de prime abord, dit comme cela, on pourrait penser que le jeune Cody Legebokoff possède simplement un surplus d'énergie, et qu'il est un peu brusque avec les autres jeunes. Mais en réalité, ce garçon cache une facette de lui bien plus sombre que ce qu'il ne laisse transparaître. Au Canada, la chasse aux cerfs est presque comme une tradition dans certains coins du pays. Mais c'est réglementé, évidemment. Et les techniques de chasse sont elles aussi encadrées, fortement.
pour éviter les abus et la maltraitance animale. Cody fait partie des chasseurs. Sauf que lui n'en a rien à faire du cadre. Il cherche des cerfs. Il les affaiblit au point de les empêcher de se déplacer. Puis il mutile les animaux encore vivants, avant de leur ôter définitivement la vie à l'aide de ses propres mains. S'il fait ça, c'est parce qu'il prend du plaisir à ressentir la souffrance de ces pauvres bêtes, qui sont tombées dans son piège. Alors évidemment, ce trait de personnalité est très inquiétant. Et si l'on ajoute ça à ses comportements violents lors des matchs de hockey, on se rend compte que Cody Legebokov prend un chemin très effrayant. Seulement, ce côté sombre est difficile à percevoir de l'extérieur. L'adolescent est très populaire au lycée. Il n'est pas isolé. Au contraire, il est totalement intégré et surtout, il a beaucoup d'amis. Les gens l'apprécient. En tout cas, ce qu'il leur montre. C'est comme ça qu'il traverse sa scolarité avant de décrocher son diplôme du lycée. Une fois cette tâche accomplie, il déménage du côté de Prince George, à 160 km de Fort St. James. À ce moment, ce coin de la Colombie-Britannique est touché de plein fouet par une crise économique. Le taux de chômage est très haut, et les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Tiens, Monsieur Macron était président de la Colombie-Britannique aussi ? Quoi qu'il en soit, Cody, lui, trouve un emploi de mécanicien et visiblement, pour lui, la transition vers le monde du travail se passe plutôt bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose. La ville de Prince George est 50 fois plus grande que celle de Fort St. James. Là-bas, il y a quasiment 76 000 habitants. C'est une précision importante, parce que cela va permettre au côté sombre de Cody Legebokov de grandir. Pour le garçon, il devient facile d'accéder à la drogue et il apprécie tout particulièrement la cocaïne. Elle lui permet de tenir le rythme entre son travail et les fêtes auxquelles il participe jusqu'à pas d'heure. La violence qui existe au fond de lui est toujours présente, mais pour le moment, elle reste confinée. La fête, les drogues et les filles détournent son attention de cette brutalité, mais elle va finir par refaire surface. Et c'est une jeune fille de 15 ans qui va en faire les frais. Nous sommes en novembre 2010. Cody Legebokov a donc 20 ans. Outre la drogue et la fête, le jeune homme commence à surfer sur Internet. C'est sur la toile qu'il commence à discuter avec une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Lauren Leslie. Lauren est une adolescente agréable. Toute sa famille l'adore et franchement, c'est normal. Elle est gentille avec tout le monde, elle a une enfance absolument classique, si ce n'est qu'elle a un petit handicap visuel. En fait, elle est officiellement considérée comme aveugle, bien qu'elle arrive tout de même à percevoir des formes et voir un tout petit peu. Bref, elle mène une vie paisible. Et puis un jour, elle décide de s'inscrire sur un site canadien nommé Nexopia. Nexopia, c'est une plateforme créée en 2003 pour les adolescents de 13 ans et plus. C'est un réseau social, tout ce qu'il y a de plus classique, où les jeunes peuvent poster des photos, raconter leur quotidien et même participer à des forums. Ce site connaît un franc succès, puisqu'il réunit près de 1,4 million d'utilisateurs, principalement canadiens et en grande majorité venant des provinces de Colombie-Britannique et d'Alberta. Bon, pour la petite anecdote, Nexopia fermera en 2012, parce que le site utilisait les données personnelles de ses utilisateurs de manière illégale. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'en novembre 2010, Lauren et Cody sont tous deux présents sur le site et ils finissent par discuter ensemble. Directement, il y a un problème. À peine ont-ils commencé à parler que le jeune homme aborde des fantasmes sexuels. Il est direct et cru. Et évidemment, cela déplaît à Lauren, qui se sent très mal à l'aise. Dans un premier temps, elle ignore simplement les messages déplacés de ce garçon, avant, ensuite, de lui dire que ce n'est pas le genre de conversation qu'elle recherche. Mais par un moyen ou un autre, Cody réussit à rester dans la course. Sûrement que Lauren, un peu naïve, devait apprécier être courtisée par un jeune homme de son âge. Cody lui a révélé qu'il a 20 ans, mais il lui a demandé de ne rien dire à personne. Ce que Lauren a fait en gardant le secret. Le samedi 27 novembre 2010, dans l'après-midi, Lauren sort de la maison familiale pour rejoindre des amis avec qui elle passe une partie de la journée. Son père la croise d'ailleurs, dans les rues de Prince George. En fin de journée, elle dit à sa mère qu'elle va rester encore un peu dehors. Elle va prendre un café avec un ami. Cet ami, c'est Cody Legebokov, une personne très dangereuse. Mais à ce stade, Lauren l'ignore encore. Le jeune homme lui a dit de le retrouver à côté d'une école. Il conduit un pick-up de couleur noire et demande à Lauren si elle veut boire un peu, de l'alcool.
évidemment. Quelque peu impressionnée, et pour ne pas décevoir un garçon plus vieux, l'adolescente accepte, et Cody prépare alors un cocktail à base de chocolat. Après cet échange de SMS, Lorraine rejoint Cody. Plus tard dans la soirée, des agents de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, patrouillent sur l'autoroute 16. En pleine nuit, c'est le noir complet sur ce tronçon de route. Aucun lampadaire n'éclaire le bitume, et seuls les phares du véhicule de gendarmerie permettent de conduire sereinement. Il est très tard, et les agents s'attendent à être seuls un bon moment sur cette autoroute. Ils se trompent. Un véhicule sort à toute allure d'un sentier menant dans la forêt. Et une fois sur le goudron, il remet un coup de gaz. Bien sûr, c'est tellement surprenant d'assister à une telle scène que les gendarmes suivent, rattrapent et font s'arrêter le chauffard. Ils descendent de leur véhicule de patrouille, lampe torche à la main. Le premier gendarme se présente doucement à la fenêtre du conducteur, plus que suspect. Il éclaire le visage de cette personne et remarque immédiatement un élément qui le met sur ses gardes. Au niveau du menton, le conducteur semble avoir du sang. Alors il le garde bien à l'œil. Le deuxième agent, lui, illumine l'intérieur de l'habitacle. C'est alors qu'il peut apercevoir un énorme couteau. Mais si ce n'était que ça, celui-ci est recouvert de sang. En fait, il y a du sang partout. Le premier gendarme demande donc pourquoi il y a du sang sur un couteau dans sa voiture, ainsi que sur une clé à molette juste à côté. Le conducteur répond tranquillement qu'il vient de chasser le cerf et qu'il a utilisé ses outils durant cette partie de chasse. Des propos très peu convaincants pour le gendarme, qui ne comprend pas pourquoi quelqu'un chasserait le cerf avec une clé à molette. Les agents approfondissent et demandent les papiers du conducteur. Ils peuvent lire sur le permis de conduire qu'ils ont affaire à un certain Cody Legebokov. Bien entendu, les forces de l'ordre ne croient pas une seule seconde l'histoire que leur a raconté ce jeune garçon. Cela ne tient pas debout, et en plus, il n'y a aucun cerf dans son pick-up, ni peau ou de viande de la bête. Les gendarmes savent d'où il vient, alors ils refont le parcours en sens inverse. Ils se dirigent vers le sentier qui entre dans la forêt, et l'un d'eux s'y enfonce pour comprendre ce qu'il s'est passé ici. C'est alors que le gendarme va faire une découverte qui le hantera toute sa vie. En avançant dans la neige, l'agent balaye le terrain recouvert du manteau neigeux avec sa lampe torche. Et puis, il aperçoit une couleur inhabituelle en forêt à cette période de l'année, du rouge. Il s'approche et comprend que ce sont des gouttelettes de sang. Il les suit et celles-ci le conduisent à un corps, celui d'une jeune fille. Le cadavre est encore chaud. Ce qu'il est en train d'observer est choquant. La victime a été attaquée si brutalement que son visage n'est pas reconnaissable. Il est fracturé de partout et c'est comme si elle n'avait jamais eu de visage. Mais le gendarme sait tout à fait de qui il s'agit. Non pas parce qu'il connaît la victime, seulement il y a un sac à dos en forme de singe sur le chemin qui mène à son corps. À l'intérieur, il y a un portefeuille qui contient plusieurs cartes, dont la carte d'identité de cette jeune femme et l'équivalent de sa carte vitale. Sur les deux, le même nom est inscrit, Lorraine Leslie. À environ minuit, le père de Lorraine est appelé. Il arrive sur les lieux et apprend les détails du décès de sa fille. Toute la famille est bien sûr dévastée. C'est une nouvelle extrêmement choquante. Entre-temps, Cody Legebokov, le suspect numéro 1 dans ce meurtre, est envoyé au poste de police. Il est immédiatement inculpé de meurtre avec préméditation sur la personne de Lorraine Leslie. Mais contre toute attente, il nie les faits. Il explique qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Alors évidemment, en se renseignant, la gendarmerie découvre que Cody Legebokov est un véritable toxicomane à seulement 20 ans. Par contre, elle apprend également que c'est un jeune homme avec un emploi, qu'il a une petite amie et une famille aimante. Et à cause de ça, les enquêteurs sont obligés de revoir leur premier jugement sur l'acte de ce monstre. Ils ont d'abord cru que tout ceci aurait pu être lié à un délire psychotique, parce que le garçon est un gros consommateur, et une paranoïa ou quelque chose de la sorte aurait pu entraîner un accès de violence. Mais force est de constater que pas du tout. Tout a été froidement calculé. Ils sont certains d'avoir face à eux un dangereux prédateur. Et si ces deux agents de la GRC ne l'avaient pas croisé par hasard sur cette route, il serait rentré tranquillement chez lui. Bon, à ce stade, les enquêteurs sont confiants sur une chose. Ils vont envoyer à l'ombre Cody Legebokov un long moment. Il n'y a qu'une chose à faire finalement,
bien ficeler ce dossier avant d'offrir ce paquet cadeau à un procureur pour le procès de ce jeune assassin. Et pour être bien certain d'avoir un large éventail de preuves, les forces de l'ordre se rendent à l'appartement du suspect pour le fouiller de fond en comble. Cette perquisition va en réalité prolonger l'enquête. Pourquoi ? Tout simplement parce que désormais, les enquêteurs ne pensent plus que Cody Legebokov a tué Lauren Leslie. Ils sont sûrs qu'il l'a tuée. Et ils sont certains également qu'il a assassiné d'autres jeunes filles, faisant de Cody Legebokov le plus jeune tueur en série du Canada. La gendarmerie canadienne vient de mettre la main sur un tueur particulièrement brutal en la personne de Cody Legebokov. Le jeune meurtrier a été pris sur le fait, ce qui facilite grandement la tâche des forces de l'ordre. Sauf que, en y réfléchissant, la brutalité dont il a fait preuve, le sang-froid avec lequel il a menti aux agents qui l'ont arrêté cette nuit-là, et surtout l'endroit où il a commis le crime, laisse songeur. Eh bien oui, parce qu'en prenant du recul, les enquêteurs commencent à envisager l'hypothèse que Lauren ne serait pas sa première victime. Cody Legebokov semble expérimenté. Cela peut paraître étrange dit comme cela, mais le meurtre qu'il a commis n'est pas celui d'un débutant. Et s'il est avéré que Lauren Leslie est une victime parmi tant d'autres, cela veut dire qu'il y a des affaires non résolues qui pourraient bien enfin être élucidées finalement. Les forces de l'ordre se mettent donc à creuser, notamment en sortant les anciens dossiers de personnes disparues ou des meurtres encore en cours d'investigation. Les profils des jeunes filles comme Lauren sont privilégiés et il faut remonter sur plusieurs années en arrière, même avec des cas qui ne sembleraient avoir aucun lien. C'est alors qu'un dossier attire l'attention des gendarmes canadiens, celui de Jill Stuchenko, une jeune femme de 35 ans. Sa disparition a été signalée plus d'1 an avant le meurtre de Lauren, le 9 octobre 2009. Jill est une maman de 5 enfants. Malheureusement, elle a plongé dans la toxicomanie, et sa vie est particulièrement dure. Mais attention, à ce moment, elle fait tout pour élever ses enfants du mieux qu'elle peut, malgré son addiction. Elle est vraiment une mère dévouée. Seulement, elle n'arrive pas à se défaire de ce démon qui la hante. En cette fin d'année 2009, elle continue donc de se battre pour que ses enfants ne manquent de rien et qu'elle se détache enfin de la drogue. Sauf que, subitement, voilà qu'elle ne donne plus de nouvelles à sa famille. Inquiets, ses proches appellent la police, qui enregistre sa disparition le 9 octobre 2009. Une dizaine de jours plus tard, le mardi 20 octobre, les recherches continuent pour localiser la maman de 35 ans. Mais ce jour, elles vont s'arrêter. Tout simplement parce que Jill Stuchenko est retrouvée. Ou plutôt, son cadavre, à peine enterré sur le terrain d'une gravière, juste à la sortie de la ville de Prince George. Le corps est gravement mutilé. Comme dans le cas de Lauren, il est évident que Jill a connu une fin brutale et que son agresseur a utilisé un objet contondant. La jeune femme est complètement défigurée. À l'évidence, un couteau a également servi lors de ce meurtre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un vrai carnage. Le médecin légiste affirme que le mobile du crime est sexuel, la victime ayant été abusée. Suite à cette macabre découverte, la zone est bouclée durant quasiment 2 jours. C'est le temps qu'il faut à la police scientifique pour récolter tous les éléments qu'elle estime importants. Et ces experts font bien d'être minutieux, parce qu'en collectant l'ADN présent ici, cette preuve génétique sera utile 1 an plus tard. C'est dans l'appartement de Cody Legebokov que cet ADN va refaire surface. La police organise une perquisition dans l'appartement du suspect, dans le cadre de l'affaire du meurtre de Lauren Leslie. Le canapé attire l'œil des experts, qui prélèvent de l'ADN sur une grosse tache de sang présente sur le tissu. Et l'une de ces empreintes génétiques correspond avec celle de Jill Stuchenko. Les enquêteurs supposent que le meurtre de Jill est le premier de la part du jeune tueur en série canadien, tout simplement parce qu'ils découvrent d'autres traces de sang, et que Legebokov faisait régulièrement venir des travailleuses du sexe dans son appartement pour se fournir en drogue. Les gendarmes pensent qu'il a toujours eu envie de tuer un être humain, que Jill s'est trouvée dans son appartement et que c'était le moment de passer à l'acte pour lui. Ce premier crime ne serait donc pas réellement prémédité, c'était plus de l'opportunisme. Et puisqu'il a réussi à s'en sortir sans éveiller de soupçons la première fois, que commettre un meurtre est facile après tout, il a pris confiance et s'est transformé en tueur en série. Jill Stuchenko est donc la première victime chronologiquement parlant. Les enquêteurs poursuivent leur investigation.
Il découvre alors un autre profil intéressant parmi les jeunes femmes disparues. Le 1er septembre 2010, 3 mois avant l'arrestation de Cody Legebokoff, la famille d'une fille de 23 ans signale sa disparition aux autorités. Il s'agit de Natasha Montgomery. Elle habite à Prince George, mais elle vient d'une bonne famille. Et elle est originaire de Quesnel, une petite commune à 1h30 de route de là. Tout semblait aller dans la vie de Natasha, jusqu'à ce qu'elle s'égare en chemin et finisse par emprunter une voie plus sombre, en plongeant dans la spirale négative de la drogue. Tout comme Jill, elle est devenue accro au crack. Et pour réussir à se payer ses doses, elle a commencé à vendre son corps dans la rue, faisant d'elle au passage une proie potentielle pour un dangereux prédateur. Ce prédateur, les forces de l'ordre canadiennes sont certaines qu'elles l'ont déjà croisé, et qu'il s'appelle Cody Legebokoff. Le problème, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de corps dans ce cas. Mais cela n'empêche pas les autorités de la présumer morte. C'est toujours grâce à la perquisition effectuée chez le jeune homme que les gendarmes progressent. L'ADN de Natasha a été découvert sur des habits appartenant au suspect. Et surtout, le sang de la victime a été prélevé dans le logement du garçon. Et du sang, il y en a partout. C'est le luminol qui révèle les traces de ce fluide humain. Grâce aux projections, les enquêteurs arrivent à se faire une idée approximative de ce qu'il s'est passé. A priori, Natasha se trouvait dans la chambre, au moment où l'attaque initiale a démarré. Elle a essayé de s'enfuir, mais elle a été poursuivie par Cody, jusque dans la cuisine. Et c'est dans cette pièce qu'elle aurait été battue à mort. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans l'appartement du suspect. Et il y a dessus l'ADN de Natasha. La police tient donc le jeune homme pour un 3e meurtre. Il devient ainsi officiellement un tueur en série avec cette 3e victime. Le corps de Natasha Montgomery ne sera jamais retrouvé. Mais la quantité de sang, le couteau et sa disparition permettent de conclure qu'elle n'est plus de ce monde. En effet, aucun humain ne pourrait perdre autant de sang que ce qui a été découvert chez le suspect et rester en vie. Donc, même sans corps, Cody Legebokoff pourra être potentiellement condamné pour ce meurtre. Je le précise parce qu'il est très rare de réussir à inculper une personne en l'absence de corps. Matériellement, il ne peut y avoir d'homicide, sauf en réussissant à le prouver, comme dans le cas de cette victime. La gendarmerie commence à se demander combien de victimes ce garçon a fait. Y a-t-il d'autres cadavres le long de l'autoroute 16 ? Cette question est légitime. Parce qu'entre le meurtre de Jill Stuchenko et celui de Natasha Montgomery, 11 mois se sont écoulés. C'est une période de calme un peu trop longue au goût des enquêteurs. Seulement, elle n'est pas impossible non plus. Les tueurs en série, pour la plupart, commettent des meurtres pour ressentir une sensation qui leur est propre. Mais après être passés à l'acte pour la première fois, il se peut que ce sentiment reste en eux durant plusieurs mois, voire années. Ils ne ressentent donc pas le besoin de recommencer. Ils tuent à nouveau lorsque cette sensation s'est évaporée. C'est la raison qui explique que de nombreux tueurs en série conservent des trophées de leurs victimes. Cela leur remémore le moment du crime et ravive les émotions qu'ils ont ressenties. Ce n'est donc pas exclu que Cody ait patienté avant de faire une seconde victime. Mais le doute est forcément là. Peut-être qu'il aimait tuer au point de recommencer rapidement. Sauf que, dans ce cas, impossible de le savoir pour le moment. Ce doute est d'autant plus grand que les forces de l'ordre canadiennes font un rapprochement supplémentaire avec une autre femme portée disparue à peine 9 jours après Natasha Montgomery. Cynthia Mass, une maman d'une toute jeune fille, ne donne plus de nouvelles. Ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est le profil de la jeune femme. Elle est sous l'emprise de la drogue et complète ses revenus en se prostituant pour arriver à se payer ses substances. Le corps de Cynthia est découvert le 10 septembre 2010 dans un parc de la ville de Prince George. Et une nouvelle fois, le suspect dans ce meurtre, c'est Cody Legebokoff. Chez lui, toujours grâce à la perquisition dans le cadre de l'affaire de Lauren Leslie, la police scientifique trouve l'ADN de Cynthia Mass sur des vêtements appartenant au garçon. Mais le plus inquiétant, c'est que son sang est également collecté sur une hache appartenant au suspect et qui se trouve dans sa chambre. Quand une hache est impliquée dans une affaire de meurtre, on comprend tout de suite le degré de violence qui en découle. Et ce cas ne fait pas exception. Le rapport d'autopsie révèle que la mère de famille a été brutalement attaquée. Son crâne est fracturé en plusieurs parties. Ses pommettes sont broyées. Et il y a des perforations au niveau de l'omoplate qui correspondent aux dégâts qu'une hache pourrait commettre. Souvenez-vous de ce que Cody faisait subir aux cerfs qu'il chassait.
Eh bien, il fait encore pire avec ses femmes. Elles ont toutes été piétinées. Elles ne représentaient rien pour lui. D'ailleurs, ses 3 premières cibles semblent avoir été choisies minutieusement. Les tueurs en série savent que s'attaquer à des femmes addictes aux drogues ou qui se prostituent réduit grandement le risque d'être attrapées. Leur mode de vie est instable, alors quand elles disparaissent, peu de monde s'en préoccupe. Et cette réflexion est réellement celle d'un dangereux prédateur. Mais pour une raison inconnue, ou peut-être suite à un excès de confiance, le jeune assassin a décidé de changer de terrain de chasse. 3 mois après le meurtre de Cynthia Mass, il s'attaque à Lauren Leslie. Et la suite, vous la connaissez. Il a donc 4 victimes à son actif. C'est beaucoup. Il y en a d'ailleurs peut-être plus. Mais heureusement, le hasard fait bien les choses. Et il a placé la gendarmerie sur son chemin ce soir de novembre. Autrement, la liste de ses crimes aurait pu être bien plus longue. Et c'est vraiment une chance, parce que le profil de Lauren n'a absolument rien à voir avec celui des 3 premières femmes. Or, habituellement, les forces de l'ordre essayent d'établir des profils des tueurs en série, afin d'essayer d'anticiper leurs agissements, pour les capturer. Mais dans ce cas précis, Cody Legebokov a changé de comportement, ce qui aurait pu brouiller les pistes un bon moment. Mais heureusement, il a été intercepté et maintenant, c'est un procès qui doit se dérouler. Cody Legebokov a des comptes à rendre à la société, parce qu'il est inculpé de meurtre avec préméditation sur 4 personnes. Cody Legebokov est donc présenté devant une cour canadienne le 2 juin 2014 pour répondre de ses actes. L'accusé décide de plaider non coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui. L'accusation doit alors démontrer sa culpabilité. Et c'est ce qu'elle s'attache à faire durant cette procédure judiciaire. D'abord, il est démontré que Cody est un énorme consommateur de drogue. Déjà parce que c'est une circonstance aggravante, mais surtout parce que cela crée un lien entre lui et ses 3 premières victimes. Ensuite, évidemment, il y a les preuves médico-légales. Et l'accusation en possède beaucoup. Près de 3000 pages de preuves accablantes. Pourtant, le 26 août 2014, Cody Legebokov prend la parole à la barre et donne sa version des faits s'agissant des cas de Jill Stuchenko, Natasha Montgomery et Cynthia Mass. D'après lui, ces 3 femmes sont mortes parce qu'elles ont fait les mauvais choix dans la vie. En devenant toxicomanes, elles ont consommé pour plus qu'elles ne pouvaient se payer. Et donc, elles se sont attirées des ennuis avec des personnes dangereuses. Des dealers notamment. Cody donne 3 noms. Et il affirme que ce sont eux qui ont tué ces 3 femmes suite à des dettes qu'elles n'ont jamais remboursées. L'accusé reconnaît avoir fourni les armes, mais il réfute être impliqué dans les meurtres. Il a juste aidé ses dealers qui ne lui auraient pas laissé le choix. C'est un peu tiré par les cheveux, pour ne pas dire que c'est absolument ridicule. Sa version n'explique pas le sang dans son appartement, les traces ADN sur ses vêtements et tout ce qui lui est reproché. Pourtant, il se contente de cela. Sauf qu'il reste une victime qui n'est pas concernée par ces histoires de dealers. Il s'agit de Lauren Leslie. Là encore, Cody Legebokov a une bonne explication pour sa mort. Enfin, bonne n'est pas vraiment le terme adéquat. Il reconnaît avoir discuté avec l'adolescente de 15 ans sur le site Nexopia. Il admet également être parti la récupérer près d'une école de Prince George et l'avoir fait monter dans son pick-up. Alors qu'ils étaient tous les deux à l'intérieur de la voiture, Lauren a sauté à l'extérieur et s'est éloignée avant de sortir un couteau. Sous les yeux de Cody, elle s'est elle-même infligé des blessures mortelles avec son arme. Sauf qu'elle est encore en vie. Pour Cody, elle ne s'en sortira pas au vu de ses blessures. Il décide donc d'abréger ses souffrances. Pour ça, il utilise une clé à molette qui se trouve dans son pick-up et la frappe à la tête. Cela n'a pas vraiment beaucoup plus de sens que sa première histoire. Mais ce qui est marquant est la façon dont l'accusé raconte ces événements absolument horribles. Il est froid. Son récit est fait comme s'il avait réalisé un exposé en classe. Il n'y a aucune émotion, alors que ce sont des faits choquants à minima. Les 2 versions sont sur la table. C'est au jury populaire de se construire une intime conviction. Cody Legebokov est-il un tueur en série de sang-froid et un véritable psychopathe ? Ou alors est-il le jeune garçon le moins chanceux du monde qui se retrouve impliqué dans 4 meurtres malgré lui ? Coupable. Il n'y a pas de suspense. À aucun moment, le jury n'a envisagé de croire les paroles farfelues de l'accusé. La culpabilité de Cody Legebokov est reconnue. Il doit donc entendre sa sentence à présent.
Pas de surprise non plus de ce côté. Il est condamné à purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il s'agit de la condamnation pénale la plus dure au Canada. Cody Legebokoff est donc le plus jeune tueur en série connu au Canada. Et son cas est extrêmement rare. Seuls 14% des tueurs en série commencent à commettre des meurtres à partir de cet âge. Normalement, ils passent à l'acte en fin de vingtaine, voire après la trentaine. Cela s'explique parce que le cerveau n'est totalement formé qu'autour de 25 ans. Et il y a beaucoup de changements dans l'état psychique des gens avant cela. Mais chez Cody, il semblerait que ce besoin de tuer se soit fait ressentir dès son plus jeune âge. Et qu'il ait toujours eu cette envie au fond de lui. Quoi qu'il en soit, cela ne ramènera pas les mères de famille à leurs enfants, ni la jeune Lorraine à ses parents. D'ailleurs, ces derniers continuent de mener un combat judiciaire aujourd'hui, pour que le tueur de leur fille ne soit jamais libéré, tant il est un danger pour la société. Voici l'affaire du plus jeune tueur en série du Canada. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Canada » en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Et à liker la vidéo, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.